Alors bonjour, je comptais pas du tout parler de cette affaire, mais ça reste un événement important quand même, et comme je parle des imams à chaque fois, j'ai déjà fait des vidéos sur Rachid, j'ai déjà imprimé sa tête, donc ça aurait été un peu bizarre que je n'en parle pas. En plus, vous m'auriez posé la question, et surtout la prochaine vidéo que je sors est un peu humoristique. Et ça aurait été bizarre une vidéo avec des blagues alors que le sujet du moment c'est Rachid à l'hôpital. Donc on va parler de Rachid, finalement j'ai pas mal de choses à dire, et à la fin j'expliquerai pourquoi je m'appelle désormais Johnny Hallyday. C'est plus Basile, c'est Johnny Hallyday. Donc ça, on le verra à la fin. Donc on va se concentrer sur Rachid. Donc il a été attaqué, il est blessé, il est à l'hôpital. Pour commencer, je vais faire un récapitulatif de tout ce que j'ai dit sur Rachid depuis le départ. Et donc mon analyse là-dessus, pour commencer, bien sûr, c'est la faute des médias, évidemment. Ça, c'est ma première réaction. Ce sont les médias qui ont créé cette image d'imam radical, le terrible imam de Brest. Il avait même mis dans un diaporama avec Daesh sur M6. Hollande, quand il était président, il avait dit qu'il avait fait fermer son lieu de haine. Alors que non, Rachid a toujours prêché l'amour et le vivre ensemble. Et Hollande, il avait dit, j'ai fait fermer son lieu de haine. Quand on entend ces prêches-là, on ne peut pas les accepter. Son lieu de prière, je ne veux même pas utiliser ce mot, ce lieu de haine a été fermé. Tout ça, c'était parti de 2 hadiths sur des milliers d'heures de prêche où ils défendent le vivre ensemble, des malades. Donc voilà, il faut savoir que ça, c'est 100% la faute des médias. 100%, pas 99%, 100%. Devant des enfants, il avait cité le hadith du prophète sur la musique, sur la transformation en singe et en porc. Il y a des fachos qui ont fait tourner ça sur Internet, et après, ça a atteint les médias. Les médias ont récupéré, et ils ont créé l'image du diabolique imam de Brest. Alors qu'il n'y a pas plus doux que Rachid. On caressait lui la barbe, c'est tout doux, il est tout doux Rachid. C'est un agneau Rachid. J'ai jamais vu un imam aussi doux. Mais ils ont créé artificiellement cette image du terrible imam de Brest. L'imam radical et, comme a dit l'autre folle là, l'idéologue du Bataclan. C'est c'est hallucinant. L'idéologue du Bataclan. Rachid El-Jay. L'idéologue du Bataclan. Hallucinant. Alors que le Bataclan c'est Daesh. Et Daesh veut la peau de Rachid. Ils ont dit par pitié tuez Rachid. Et ils disent c'est l'idéologue du groupe qui veut le tuer. C'est dingue. Après ça c'est sur Twitter. Ouais, parce qu'il y a eu la lettre après. Parce que le facho qui l'a tué, il avait distribué une lettre. Et le problème, c'est que dans cette lettre, il balance une théorie du complot. Il a balancé une théorie du complot aux musulmans qui ont une tendance conspirationniste, plus au site, le site bidon, la Panamza. Là. J'ai jamais vu un site aussi pourri que ce site. Et donc la théorie du complot, c'est qu'en fait, le facho, il est innocent, c'est le gouvernement qui a commandité l'attaque contre Rachid El-Jay. Et malheureusement, il y a bien sûr des musulmans qui ont gobé cette histoire. Ils ont gobé l'histoire du mec qui a tiré sur leur imam. Le mec il vient, il fusille son imam pour essayer de le tuer, et y a des musulmans, leur réaction c'est tiens, il a laissé une lettre, je vais m'asseoir sur le canapé et lire tranquillement sa lettre. Voyons voir ce qu'il veut me dire. C'est hallucinant comme réaction. Donc j'avais dit un facho fusille leur imam. Première réaction des musulmans, lui donner toute leur confiance en gobant sa lettre canular niveau collège. Donc toute votre vie vous allez vous faire manipuler par des crapules, ça vous plaît en fait? Donc voilà, ça m'avait énervé que les gens ils donnent du crédit au type qui a tiré sur leur imam. J'ai jamais vu ça. Même un cadavre arrive à vous manipuler. Ouais, parce que le mec il est mort, mais il arrive, malgré sa mort, à manipuler les musulmans. J'ai jamais vu ça, la honte. Là, il y en a, ils me disaient, prouve que sa lettre est fausse. J'ai dit, c'est faux, point. Il y a zéro démo à faire. Honte à vous qui donnez du crédit à un facho qui a essayé de buter votre frère. Honte à vous. Et je répète, honte à tous ceux qui défendent le facho contre Rachid. Là, il y en a un autre qui dit, faut nuancer tes propos. Non, zéro nuance, zéro crédit à accorder à ce facho. Les gens, ils sont dans la nuance. Le type, il vient, il bute leur imam. Faut nuancer, peut-être que c'est pas lui, c'est le gouvernement. Pourquoi? Parce que dans sa lettre de facho, il a lancé une théorie du complot. Voilà, le mec il fout des balles dans les corps de tes frères, et toi tu dis non mais il est peut-être innocent, il a dit dans une lettre canular, c'est pas lui. Honte à vous. Donc voilà, ça je vais pas le lire, et je vous préviens que tous les commentaires qui vont défendre celui qui a attaqué Rachid, parce que donner du crédit à sa lettre, ça s'appelle le défendre. Je suis désolé, c'est le défendre. Tous ceux qui vont le défendre en disant oh, c'est peut-être pas lui, regarde il a laissé une lettre, tout cela je ne validerai pas vos commentaires. Je vais pas donner sur ma chaîne la parole à un facho qui a essayé de tuer un imam. Je vous donne pas la parole. Vous pouvez croire à votre complot, je vous donne pas la parole. Je vais juste vous faire un dessin et après je ne parlerai plus jamais de cette histoire de complot. Donc on a Rachid, et là t'as un facho. Il vient pour tuer Rachid, je répète, pour tuer Rachid, pour le tuer, pour l'éliminer, pour qu'il n'existe plus, pour qu'il meure. Donc il lui tire dessus, il le laisse en sang, il est blessé, il doit aller à l'hôpital. Et maintenant je mets pause. Je mets pause sur le déroulement des faits. Qu'est-ce qu'on sait à ce niveau-là? On ne sait qu'une chose,
Comme c'est pas un musulman, donc ça vient pas de Daesh, donc ça vient d'un facho. Tout ce qu'on sait à ce niveau-là, c'est que c'est un facho qui a voulu tuer Rachid, c'est tout. Il veut tuer Rachid. Pourquoi? Parce qu'il n'aime pas les Arabes, il n'aime pas les musulmans, et Rachid c'est un imam, et il est identifié comme étant un imam dangereux. Tout ce qu'on sait de ce type, c'est qu'il a des très mauvaises intentions. Il est là pour faire couler du sang de musulmans. Tout ce qu'on sait de lui, c'est qu'il est malveillant, il veut faire couler le sang de Rachid, il veut le tuer. Maintenant, on remet lecture, et on se rend compte qu'il a donné une lettre. Il a donné une lettre à Abu Sena, à d'autres imams et à des sites internet. Donc il veut diffuser cette lettre, il veut qu'elle soit diffusée. Et maintenant, je vous pose une question simple, les conspirationnistes. Pensez-vous que le contenu de cette lettre, dont ce type veut qu'il soit diffusé, pensez-vous que ce contenu, c'est dans l'intérêt des musulmans ou dans l'intérêt du facho? Dans quel intérêt c'est? Tout ce qu'on sait de lui, c'est qu'il veut du mal aux musulmans, c'est tout ce qu'on sait de lui. Il veut du mal aux musulmans. Donc comprenez bien que le contenu de sa lettre, ça peut pas être dans l'intérêt des musulmans, puisque son intérêt, c'est de nuire aux musulmans. Il l'a prouvé en essayant de tuer Rachid. Donc vous êtes juste fous, en fait, les conspirationnistes. Vous êtes fous. Après, vous dites, oui, mais moi j'ai ouvert et j'ai vu, en fait, il est innocent. Mais t'es bête. C'est pas parce qu'un tueur dit dans une lettre, je suis innocent, que ça en fait un innocent. Elle vaut rien, sa lettre. Il faut juste la brûler, en fait. Fallait même pas la lire. Tu la brûles, la lettre. Après, ça peut être intéressant si tu veux connaître ses motivations, mais elles sont évidentes et dès la première ligne, tu te rends compte qu'il te prend pour un imbécile. Bon, après, il y a Saïm Laibi, lui, il a dit, c'est pas un complot du facho, c'est carrément un complot du gouvernement. Bon, Saïm Laibi, bon, je sais pas qu'est-ce qu'on peut faire de lui. Après, il y a l'histoire du mot attentat, parce que le gouvernement a dit, c'est pas un attentat. C'est pas un attentat, c'est pas un terroriste. Alors, je vais pas discuter de ça, parce que ça dépend de la définition que tu donnes au mot. Mais il y a beaucoup de musulmans qui se plaignent, donnent deux poids deux mesures. Quand c'est un musulman qui fait quelque chose, c'est un terroriste. Quand c'est un blanc qui attaque les musulmans, c'est plus un terroriste. Et c'est plus un attentat. Il y a beaucoup de musulmans qui ont remarqué ça et qui s'en plaignent. Mais ils font une erreur, c'est qu'ils se plaignent de la conséquence au lieu de se plaindre de la cause. Parce qu'en fait, si les associateurs peuvent comme ça décider du sens des mots, comment ils utilisent les mots, quelles sont les définitions des mots, quelles sont les connotations des mots, s'ils peuvent décider tout ça, c'est tout simplement parce qu'ils ont le pouvoir. Ils ont le pouvoir, ils dominent, ils sont en position de domination, et c'est ça qui leur permet d'avoir ce pouvoir de décider les définitions et le sens des mots. Et quand les musulmans se plaignent de ça, ils se plaignent d'un mécanisme en fait. C'est un mécanisme logique, normal. C'est normal que dans une société, les dominants décident des définitions des mots. C'est un mécanisme normal. Et ça sert à rien de te plaindre de l'emploi des mots des associateurs et de leur manipulation, car c'est un mécanisme normal que tu ne peux pas détruire. La seule façon de renverser ce mécanisme, c'est de ne plus être dominé, mais dominant. Et ça, c'est pas possible en France. Donc en France, tu es obligé de vivre avec les associateurs qui humilient les musulmans. C'est que de l'humiliation. Quand tous les jours dans les médias ça crache sur les musulmans, sur l'islam, quand ils invitent l'autre folle là, celle qui a dit que Rachid c'est l'idéologue du Bataclan, et que les femmes elles se voilent parce qu'elles sont impures, toute cette humiliation est normale, c'est un mécanisme normal. Ça j'en avais déjà parlé mais on le reverra en séance de désendoctrinement. C'est un mécanisme normal, intrinsèque au système dominant-dominé. Comme dans un pays musulman, les musulmans dominent, et donc c'est eux qui imposent leurs lois, leur façon de voir les choses, et ce sont les non-musulmans qui sont dans une position de dominer, et donc qui subissent de l'humiliation. C'est normal, c'est un mécanisme normal, il ne faut pas combattre le mécanisme, mais il faut combattre la hiérarchie, il ne faut plus être dominé, il faut être dominant. Et le problème, c'est que la stratégie de ces imams, c'est de toujours s'enfoncer davantage dans la position de dominer. Mais ils s'en rendent même pas compte, ils croient qu'ils font le contraire. Ils disent il faut voter, comme ça on pourra décider les lois et tout, il faut porter plainte, comme ça on fait taire les islamophobes. Mais tout ça c'est qu'un leurre, c'est un leurre tout ça. C'est pas en t'intégrant dans le système, en votant pour le système, en portant plainte auprès du système, que tu vas renverser le sens de la hiérarchie. Tu ne fais que valider le système et t'enfoncer dedans. Je vais pas l'expliquer ici, mais cette stratégie de voter, porter plainte, s'intégrer, ça peut pas marcher. Pour plein de raisons, ça ne peut pas fonctionner. Et religieusement, c'est juste impossible que ce soit la bonne stratégie. C'est juste impossible. Parce qu'on dit dans le vote, il y a du shirk, et ils disent oui, mais le moindre mal, machin, ok. Porter plainte, on leur dit c'est du shirk, mais ils disent oui, mais comme ça, les islamophobes vont se taire. On porte plainte contre machin, puis contre Zemmour, puis contre machin, et après il n'y aura plus d'islamophobie. Bon, tout ça c'est faux, mais admettons, d'accord. Mais comment la solution pourrait être construite sur du shirk et du shirk? Comment c'est possible? Ça peut t'apporter un bénéfice ponctuellement, sur un court terme, mais ça peut pas être la stratégie à adopter sur le long terme, c'est pas possible. La religion dit l'intégration c'est grave, voter c'est grave, porter plainte c'est grave, et toi tu bâtis ta stratégie sur ces choses hyper graves.
en disant oui, mais maslaha, oui, mais moindre mal, oui, mais islamophobie. D'accord, mais ça ne peut pas être la réponse juste, religieusement parlant, sur le long terme, c'est pas possible. C'est juste un leurre, mais ils sont aveuglés par leur passion, ils n'arrivent pas à le voir. Il y en a, ils vont dire, mais on peut pas se laisser cracher dessus par les médias tous les jours et tout, il faut faire quelque chose. Par exemple, lui, il a proposé de construire ses propres médias. Les musulmans vont construire leurs propres médias. Ils demandent 50 000 euros ou 100 000 euros pour construire des médias. Bon, ça, c'est encore du rafistolage, ça peut pas fonctionner. C'est comme quand Nick Youssef, il a dit, ben, si vous pouvez pas prier au travail ou à l'école, vous priez dans les chiottes. Vous priez dans les chiottes handicapées parce qu'il y a la place. Bien sûr, ça va marcher temporairement, ça peut un peu marcher temporairement, mais c'est pas la solution. C'est du rafistolage qu'ils font. Ils essaient le bateau il est troué, ils mettent du scotch. Il y a un trou de 50 cm, ils mettent des morceaux de scotch. Le bateau il est troué partout et ils viennent avec du scotch. Bien sûr, son histoire de médias musulmans, ça peut fonctionner sur le court terme, mais si ça se développe trop et que ça prend trop d'importance, si ça commence à rivaliser avec les médias des associateurs, évidemment que les associateurs vont vous tomber dessus, ils vont vous piétiner, votre média, ils vont le jeter par-dessus bord. Ils vont prendre tous vos rouleaux de scotch, ils vont en faire une bouillie, ils vont le balancer par-dessus bord. Sur le court terme, ça peut marcher, mais sur le long terme, ça peut pas être une solution sur le long terme. Si tu fais un média dissident qui commence à prendre de l'importance, vous avez vu avec Soral, il n'arrive même pas à faire une dissidence en étant un non-musulman. Il est toujours dans les tribunaux. Alors imagine un média musulman. À la télé, tous les jours, ils vont parler de ce média, ils vont dire regardez ce média communautariste qui est un danger pour notre République et nos valeurs. C'est comme quand ils diront il faut faire un parti musulman, on va élire Marwan Muhammad pour qui défende les musulmans. Ça aussi, c'est pas une solution. Les associateurs vont dire regardez, les islamistes, ils veulent prendre le pouvoir. Tout ce que vous faites, ça peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher, vous ne faites à chaque fois qu'empirer la situation. Ça ne fait que empirer. Jamais vous n'améliorez la situation. Vous allez dire comment on fait alors, mais la solution, elle est évidente. De tous les points de vue possibles, peu importe dans quel sens on tourne le problème, la solution est évidente. La solution, elle est évidente, elle est ici la solution. C'est l'immigration, bien sûr, évidemment. Et ce qui n'est pas normal, c'est qu'aucun imam n'en parle. Dès qu'ils abordent ce sujet, c'est pour dire non, on peut rester en France. C'est jamais pour dire mes frères, ce serait bien qu'on commence à avoir comme projet de partir de la France et de se construire ailleurs, de construire notre communauté ailleurs, de se renforcer ailleurs. Nader, il a fait une vidéo sur l'immigration, mais je lui en veux beaucoup parce qu'il est malikite et il a caché la vie de son école. Il n'a pas dit chez nous, chez les malikites, l'immigration est obligatoire ou recommandée. Il a juste dit d'après certains savants machin, mais je pense qu'on peut rester en France parce qu'on peut pratiquer la religion. Tu peux pratiquer la religion en France? Pourquoi vous mentez? Tu peux pas pratiquer la religion en France. Tu peux pratiquer la religion en France, vraiment? Tu peux pratiquer la religion? Pourquoi il est à l'hôpital, lui? Tu fais l'appel à la prière dans la rue, ils vont appeler la police, tu dis Allahu Akbar dans la rue, la police va te tomber dessus, tu portes une barbe et tu dis je suis pas Charlie, la police te tombe dessus, tu portes le niqab, la police te tombe dessus, tu vas au travail avec le voile, les associateurs te foutent dehors, tu vas à l'école avec le voile, les associateurs te tombent dessus, tu vas accompagner tes enfants à l'école, les associateurs te tombent dessus, tu vas aller te baigner, les associateurs te tombent dessus. Si tu veux faire une mosquée, il faut faire des galipettes devant le maire, il faut promettre de ne pas tenir de discours politique. Si tu commences à parler politique dans la mosquée, la police te tombe dessus. Quand tu cites certains hadiths du prophète, on te tombe dessus. Lui, il a cité le hadith sur la musique. Ils lui sont tous tombés dessus. Il s'est excusé, ils l'ont piétiné. Il s'est encore plus humilié, ils lui ont tiré dessus. Tu veux ouvrir une école musulmane, on te tombe dessus. Tu veux manger halal, on te tombe dessus. Ou même tu fais rien, juste tu restes devant ta télé. Et toute la journée, on te crache dessus toute la journée. Mais c'est invivable. C'est invivable, c'est pas supportable comme situation. Et c'est pas en allant faire du shirk, voter, porter plainte que ça va s'améliorer. Tu ne fais qu'empirer ta situation en ajoutant du shirk à ta situation qui est déjà lamentable. On peut rester en France parce qu'on peut pratiquer notre religion, mais quelle religion? La religion républicaine, oui, ou l'islam bisounours, un petit peu. Mais tu peux pas pratiquer ta religion, non, c'est un mensonge. Là, je suis dans Al-Bayan wa Tahsil de Abi al-Walid ibn Rujd. C'est Averroès, je suis dans le tome 4, je vais à la page 171. Je rappelle que je ne lis pas l'arabe. Si j'arrive à montrer les mots en arabe, c'est parce que je me prépare avant, avec des traductions et en identifiant chaque mot. Parmi la preuve que cela n'est pas permis, donc là, il est question du fait de vivre chez les mécréants. Parmi la preuve que ce n'est pas permis, il y a le consensus des gens de science que celui qui se convertit à l'islam dans un pays de guerre, en opposition à un pays d'islam, terre de guerre, c'est-à-dire chez les mécréants, celui qui se convertit dans un pays de guerre, il lui est obligatoire de sortir de ce pays, d'en sortir.
il lui est obligatoire de sortir de ce pays vers un pays d'islam et de ne pas résider où s'appliquent sur lui les jugements du koufr. Il ne peut pas vivre là où les lois des mécréants s'appliquent sur lui. Ainsi, comme la sortie de ce pays mécréant lui est obligatoire en tant qu'imposition, y entrer lui est interdit de façon formelle. Celui qui fait cela consciemment, sans être forcé, alors qu'il sait que cela ne lui est pas permis, c'est quelque chose qui le blesse, qui porte atteinte à son intégrité, et son imama tombe, ainsi que son témoignage. C'est ce que dit Sakhnoun, c'est un savant malikite. Donc lui, il te dit que c'est interdit d'aller chez les mécréants, mais il te dit carrément que si tu le fais, en sachant que c'est interdit, et sans être forcé, ton témoignage et ton imama tombent. C'est-à-dire, tu peux même plus être imam. Selon Sakhnoun, Nader et Rachid sont même pas des imams. Leur imama est tombé. Donc ça, c'est le genre de parole que les imams cachent. Et je leur en veux beaucoup, surtout à Nader, de cacher ça, parce qu'il se dit malikite, il te fait une vidéo sur l'émigration, et il te dit pas que dans l'école malikite, c'est très grave de vivre chez les mécréants. Il y a deux avis chez les malikites, il y a la recommandation et l'obligation d'émigrer. Et lui, il te dit non, c'est bon, on reste ici. Il aurait pu dire, chez nous les malikites, il est dit qu'on doit partir, mais personnellement, je ne suis pas l'avis de l'école malikite sur ce sujet. Là, j'aurais dit, ok, mais il n'a pas fait ça. Il a caché l'avis de l'école malikite. Il a dit, il y a des savants, ils disent qu'il faut partir, mais il n'a pas dit c'est les malikites. Sur l'obligation de la hijra. Je tape Malik. Il est interdit pour le musulman de vivre sur une terre de mécréance. L'émigration de cette terre est obligatoire, et ce jusqu'au lever du soleil à l'ouest. De même, quitter la terre où se commettent constamment des péchés pour une terre d'obéissance est une obligation pour chaque musulman. Cette règle est unanime dans l'école malikite. En fait, il y a les deux avis, il y a recommandation et obligation. Ashab a rapporté de Malik, on ne réside pas dans un lieu où se fait autre que la vérité. La position unanime de l'école malikite est l'interdiction de vivre sur la terre des mécréants et l'obligation de rejoindre le pays de l'islam. Et il n'y a pas de divergence sur cette question. L'imam Malik a interdit le fait de voyager temporairement dans la terre de mécréance, pour une affaire mondaine. Que dire donc d'y résider? Et que dire de s'intégrer et construire son avenir sur cette terre? Sakhnoun a dit, j'ai dit à Ibn al-Qasim, est-ce que Malik détestait qu'un homme aille faire du commerce sur la terre de mécréance? Il dit oui. Malik le reprouvait fortement. Il disait, il ne doit pas sortir vers leur pays de sorte que les lois du shirk s'appliquent sur lui. Malik a été interrogé sur le fait de voyager vers les pays du shirk par terre ou par mer pour le commerce. Et il dit, je n'aime pas cela, et je ne vois pas qu'il ait le droit. Allah a donné à chaque vie un terme et une subsistance qui lui est garantie. Ce voyage fait s'appliquer sur lui leurs lois, et je ne vois pas qu'il ait le droit. Tout ça, c'est des citations que les imams cachent. C'est pour ça que je leur en veux. Je leur en veux parce qu'ils le cachent, et parce que les conséquences de leur cachotterie, elles sont graves, et on peut même placer cette affaire dans les conséquences. Parce que si Nader avait fait une vidéo, voilà, dans l'école malikite, l'immigration est obligatoire, d'ailleurs les mécréants ne nous aiment pas, vous voyez les médias tout le temps nous cracher dessus, ce n'est pas une terre saine, ce n'est pas une bonne terre pour un musulman. Notre école nous dit qu'il est obligatoire de partir, donc je vous recommande, mes frères, d'agir dans ce sens. Et on va monter une association pour vous fournir une aide, pour vous conseiller, pour vous donner des financements par exemple, pour vous faciliter l'immigration. S'il avait dit ça, Rachid aurait dit tiens, dans mon école, il est malikite aussi, dans mon école il est obligatoire de partir, tiens je vais peut-être partir avec ma femme et mes enfants. Et c'est pour ça que je l'en veux beaucoup à Nader sur cette question de l'immigration, sur laquelle il a caché que l'avis de son école, l'avis de l'école de Rachid, de tout ce groupe-là, les anciens salafis devenus maliki, l'avis de leur école, c'est qu'il est obligatoire ou recommandé d'émigrer. Malik a détesté le fait de résider dans un pays où les salafs sont insultés. Que dire donc d'un pays où on mécroit au miséricordieux, où on adore les idoles en dehors de lui? Ne peut supporter cela une âme portant la foi authentique. Des compagnons de Malik ont aussi indiqué la permission d'y entrer pour libérer un prisonnier. Et moi, ce qui me fait halluciner, en fait, c'est à quel point ils s'accrochent à la France. Ils s'accrochent de toute leur molaire à la France, mais on comprend pas pourquoi. C'est quoi leur maladie? Pourquoi ils sont tant fascinés, tant obsédés par ce pays? C'est ça qui est incroyable. On dirait qu'ils veulent à tout prix mourir ici, ils veulent à tout prix mourir français avec le drapeau dans la main. On dirait des drogués. Je sais pas ce qu'ils en ont fait du drapeau bleu, blanc, rouge, mais on dirait des drogués. Ils ont fumé le drapeau, ils ont respiré les vapeurs. Je sais pas ce qu'ils ont fait, mais on dirait ils sont drogués au bleu, blanc, rouge. Ils sont attachés à ce drapeau, à ce pays, d'un amour inconditionnel. C'est incroyable. Et le cas de Rachid est vraiment incompréhensible. Logiquement, il devrait comprendre tout seul que c'est pas une terre pour un musulman. Et en plus de ça, il y a sa religion qui lui dit de pas rester ici. Il y a le Coran. Ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, les anges enlèveront leur âme en disant « Où en étiez-vous à propos de votre religion ?» Nous étions impuissants sur terre. C'est exactement ça. Vous êtes complètement impuissants, dominés, humiliés. Vous êtes complètement impuissants sur terre.
dirent-ils. Alors les anges diront, la terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer? Voilà bien ceux dont le refuge est l'enfer. Et quelle mauvaise destination. Car oui, Rachid, Nader, Mounir et tout, là, ceux qui veulent se battre pour la France. Si vous mourrez martyr pour le bleu, blanc, rouge, c'est quoi votre destination? Et donc lui, c'est incompréhensible parce qu'il y a la logique qui lui dit de ne pas rester, il y a sa religion qui lui dit de ne pas rester, il y a le Coran qui lui dit de ne pas rester, il y a des hadiths du prophète, par exemple celui qui dit que l'immigration efface les péchés, il y a les associateurs qui lui disent de ne pas rester ici, ils le détestent, il y a les médias qui se sont acharnés sur lui, ils l'ont lynché, ils l'ont piétiné, il y a les médias qui lui disent de ne pas rester ici, il y a le président en personne qui lui dit mais dégage, qu'est-ce que tu fous là, on t'aime pas, on te veut pas Rachid. Le président il a dit son lieu de haine, je vais le faire fermer. Nous avons expulsé à peu près 80 prêcheurs de haine. Ce lieu de haine. Le président en personne, il lui dit, mais je te veux pas, dégage. Et il y a même son école, l'école malikite, lui dit, il t'est interdit de rester ici, dégage. Tout le monde lui dit, dégage, tout le monde. La logique, le Coran, la Sunna, les associateurs, le président en personne, son école, tout le monde. Et maintenant, les koufars commencent à lui tirer dessus. Et je crains, malheureusement, je crains qu'il ne se remette pas en question. Il va continuer à s'agripper de toutes ces molaires. J'aime la France, c'est mon pays, je suis français, je suis un bon citoyen, il faut s'intégrer, on va voter, vive la France. Je crains, malheureusement, qu'il va continuer à mordre de ses molaires le drapeau bleu, blanc, rouge. Boussena, il a fait une vidéo où il dit, Rachid, quand il lui a tiré dessus, il avait son téléphone à la main et la balle, ça a amorti le choc d'une balle. Et donc, il a dit c'est un miraculé. Grâce à son téléphone, ça lui a évité une blessure peut-être plus grave. Et c'est un miraculé. Il a dit Allah l'a miraculé. Mais moi je réponds à Boussena, quitte à chercher des signes dans ce qui est arrivé. Ok, c'est un miraculé, Allah a voulu le sauver, d'accord. Mais pourquoi ne pas se poser la question du pourquoi? Non pas pourquoi il tenait le téléphone, mais pourquoi il se fait mitrailler là? On est en France, pourquoi il se fait mitrailler le mec? Parce que c'est quand même assez particulier de se faire mitrailler en France. Donc quitte à chercher des signes, quelle est la signification, le sens de ce qui s'est passé? D'accord, Allah l'a miraculé en lui mettant le téléphone dans la main, mais pourquoi Allah a envoyé un kafir le mitrailler? Ce serait quoi le message? Moi j'en vois qu'un de message. Il y en a qu'un, c'est toujours le même. Dégage, c'est pas à ta place, qu'est-ce que tu fous là? Moi c'est ce que je me dis tous les jours sur Rachid, tout le monde le déteste, les médias le détestent, le président en personne, c'est hallucinant. Le président en personne, il lui dit dégage, t'es pas à ta place. On comprend pas ce qui le rattache si fort à la France. Je sais pas si moi je vais vivre en Norvège et les médias me salissent, me piétinent, me calomnient. Je m'excuse et tout, mais il continue. Et le président de la Norvège en personne m'attaque à la télé. Il dit Basile, je vais fermer son lieu de haine. Jamais de la vie, j'aurais envie de rester dans son pays. Le chef du pays me dit dégage, on t'aime pas. Bah ok, je dégage, je m'en fous de vous. En fait, on dirait qu'il a intégré le bleu, blanc, rouge dans son tawhid. Dans les fondements de sa religion, il a intégré le bleu, blanc, rouge. Et il veut surtout pas lâcher. Jamais il lâchera, jamais de la vie. Il est prêt à mourir. D'accord, tu es prêt à mourir pour la France, mais pense aussi à ta famille. Si toi tu n'es pas en sécurité, est-ce que ta famille est en sécurité? Là, leur discours de on peut rester en France car on peut pratiquer la religion, sur Rachid, ça marche plus. C'est même pas qu'il peut pas pratiquer, c'est qu'il n'est même pas en sécurité. Il est en danger de mort, que ce soit du côté de Daesh, du côté des koufars. Moi, je conseille juste de partir avec sa famille en Algérie et il reste chez lui et il peut continuer ses vidéos. Parce que 700 000 abonnés, ils vont rester les 700 000 abonnés. Tout ce qu'il fait sur YouTube, il peut le faire depuis l'Algérie. Faut pas croire que c'est une honte de partir en Algérie. Les Juifs, quand ils partent en Israël, ils ne sont pas honteux, ils sont très fiers, ils se disent c'est notre pays, on est très fiers de rejoindre les nôtres. Ils sont très fiers et vous, vous êtes honteux. Donc j'espère sincèrement qu'il va partir, au moins pour la sécurité, pour sa famille. Mais malheureusement, le connaissant, je pense qu'il va s'enfoncer dans le discours de vivre ensemble, la citoyenneté, l'intégration. N'empêche, Rachid, il est hyper malchanceux, on dirait qu'il y a tout l'univers qui s'acharne contre lui. Il a un discours hyper lisse, aucune vague, mais il a suffi qu'il cite le hadith sur la transformation en porc et en singe, et les associateurs se sont jetés en meute sur lui. Il s'est excusé, c'est ça le pire, il s'est excusé, il a dit « je regrette ce que j'ai fait, je regrette d'avoir cité le prophète, je n'aurais jamais dû citer le prophète, je regrette, je m'excuse ». Il s'est excusé, il a dit « je regrette », plusieurs fois il a dit « je regrette ». Bien sûr, je regrette et je me suis déjà excusé concernant cette maladresse. Je me suis quand même excusé, j'ai regretté sincèrement maladroit et c'était une erreur de ma part de m'exprimer de telle manière. Nous sommes français et fiers de l'être, on est fiers d'être français, tout le monde fait des erreurs. Mais malgré ça, ils ont continué à le lyncher, à le piétiner. Après, il y a le président qui est venu, il s'est essuyé les pattes sur son crâne. Ce lieu de haine. Alors qu'il est gentil et que non seulement il est gentil, mais en plus il s'est excusé. C'est incroyable toute l'injustice qu'il subit. Et après, il se prend la fatwa de mise à mort de Daesh, un groupe terroriste le plus dangereux.
Il se prend ça dans la face alors que il y en a plein des imams qui ont appelé à voter, ou qui sont démocrates ou quoi, il y en a plein. Rachid, il a fait plein de vidéos sur le vote, il a dit c'est obligatoire, sinon vous allez être punis par Allah. Rachid, il a juste fait une petite vidéo sur le vote, un petit post Facebook, il s'est pris la fatwa dans la face, les associateurs, le président, après il s'est rangé, il a dit je suis tout doux, je suis malikite. Il a passé son diplôme, il a passé le diplôme de laïcité, il s'est assis avec les associateurs, il a dit mes amis, mes frères, je passe le diplôme de la laïcité, de la mécréance. Il passe le diplôme, il a fait tout ce qu'il peut faire, c'est un des imams les plus doux, il défend toujours le vivre ensemble, et malgré ça, il se fait fusiller, mais c'est hallucinant quoi. L'univers s'acharne contre lui. T'as l'impression que s'il va se promener en forêt, il va tomber sur une tribu cannibale et ils vont le manger vivant. C'est hallucinant quand même cette histoire. Et s'il fallait dégager une leçon de ça, la leçon est évidente, encore une fois, la leçon est évidente, c'est que chercher la satisfaction des associateurs est vain, c'est une stratégie vaine. Ni les juifs ni les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi jusqu'à ce que tu suives leur religion. Voilà les deux leçons, je pense, évidentes qu'on peut tirer de cette affaire, c'est la satisfaction, chercher la satisfaction des associateurs est vain, et l'autre leçon, c'est l'immigration. Il y a deux leçons évidentes qui malheureusement ne seront pas comprises, je pense, par Rachid. Boussena, lui, les deux leçons qu'il a tirées, c'est regardez, il a été miraculé par Allah, et regardez, il subit des épreuves comme les prophètes, c'est un éprouvé. Si je ne confonds pas avec un autre, il a dit ça, il a dit c'est un éprouvé et c'est un miraculé. Voilà, les deux leçons qu'il a à dégager, c'est miraculé, éprouvé. Attendez, je crois que je confonds avec lui sur les épreuves. C'est lui qui a dit il est éprouvé comme les prophètes. Les gens les plus éprouvés sont les prophètes, puis ceux qui leur succèdent en degrés. Alors lui, son discours, j'ai pas trop aimé. Par exemple, ici, il dit ils veulent qu'on disparaisse, notre barbe les insupporte, le voile les insupporte. Ils veulent que l'on disparaisse. Ta barbe les insupporte. Le hijab de ton épouse les insupporte. Mais dans ce cas, s'ils te supportent pas, ils te détestent, ils veulent que tu disparaisses. Pourquoi tu veux tant t'intégrer parmi eux? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Il dit que c'est une minorité, mais non, c'est une majorité qui déteste l'islam. Ce n'est pas la majorité de nos concitoyens français qui sont islamophobes ou racistes. Walhamdulillah. Il y a beaucoup d'autres personnes qui ne sont pas dans une islamophobie, et c'est la majorité. Regarde cette carte, Eric. C'est les élections européennes. Tu sais ce que c'est le marron? Tu sais ce que ça représente le marron? Le Front National, Eric. C'est le Front National. Ils détestent les musulmans, ils détestent l'islam. C'est pas une minorité, c'est une majorité. Et la minorité qui accepte l'islam, c'est les gauchistes. Mais eux, s'ils connaissaient l'islam, ils seraient encore plus islamophobes. Ça, c'est la France, c'est une terre de koufr, c'est une terre de shirk. C'est que de la mécréance, du shirk, et majoritairement des islamophobes. Religieusement, c'est une terre pourrie. C'est pourri, c'est du caca, ça, c'est rien, c'est du caca. Donc pourquoi tant d'attachement à du crottin? C'est du crottin. Pourquoi tant d'attachement à du crottin alors que vous êtes musulman? Normalement, vous ne devriez pas être attiré par ça. Et en plus de ça, vous êtes devenu malikite. Que dit l'école malikite sur le fait de vivre dans le crottin? Ça dit quoi l'école malikite? En plus, il se contredit parce qu'il dit que les islamophobes sont une minorité. Et après, il dit que les politiques islamophobes, ils font ça pour exploiter un filon pour être élus. Mais une part d'hommes politiques qui, la seule chose qu'ils veulent, c'est exploiter un filon, un terrain fertile pour être réélus ou pour réussir à être élus. Ok, mais si c'est une minorité des islamophobes, en quoi est-ce un filon? S'il y a une minorité d'islamophobes en France, c'est pas un filon. Donc il se contredit parce qu'il dit le peuple il n'est pas islamophobe, mais après il dit les politiques ils se disent islamophobes alors qu'ils ne le sont pas pour pouvoir être élus. Oui, mais c'est le peuple qui vote. Donc là il y a une contradiction assez grave. Ce n'est pas la majorité de nos concitoyens français qui sont islamophobes ou racistes. Une part d'hommes politiques qui, la seule chose qu'ils veulent, c'est exploiter un filon. Après t'as Chalgoumi, le pauvre Chalgoumi, et Tarek Oubrou qui en prennent encore pour leur grade là. Et ce qu'il y a de pire dans cela, c'est qu'on a encore des bannis oui-oui analphabètes type Chalgoumi. Mais laissez-le tranquille le pauvre Chalgoumi. Pourquoi tu le traites d'analphabète? Qu'est-ce qu'il t'a fait Chalgoumi? Ou alors on a aussi des bannis oui-oui savants type Tarek Oubrou qui nous disent vous devez être discret, vous devez être invisible. Donc là il attaque Chalgoumi et Tarek Oubrou parce qu'ils disent il faut être discret. Sauf que sur ce point ils ont raison en fait. C'est deux gros hérétiques, mais sur le sujet de la discrétion, ils ont raison. Pourquoi tu veux provoquer? Pourquoi tu veux t'afficher? Pourquoi ne pas être discret sachant que tu te trouves ici, en plein milieu de ça? C'est logique d'être discret. Moi, quand j'ai vu Boussena au stade, là, avec 3000 musulmans, je me suis dit, mais à quoi ils jouent? C'est dans un pays islamophobe qui craignent la conquête des musulmans, ils sont paranoïaques, ils pensent que vous voulez prendre le pouvoir. Et le mec, il se filme avec 3000 musulmans sur un stade en train de prier. À quoi vous jouez en fait? Vous croyez que les islamophobes qui peuplent ce territoire, quand ils voient ça, qu'est-ce qu'ils pensent?
Pourquoi vouloir vous afficher, provoquer? Pourquoi? À quoi vous jouez? Être discret, ça veut pas dire abandonner ta religion, tu peux garder ta barbe et tout, mais pourquoi ça? Pourquoi ça? Tout ça pour de l'ostentation, parce que c'est quoi le but de faire ça en fait? Imaginez juste les islamophobes devant ça. Moi, je suis un islamophobe, je panique, je suis vert. Je me dis, il faut vite que je me procure une arme avant qu'il soit trop tard, parce que là, c'est pas possible. Lui, il est content parce que ça lui fait son ostentation. Voilà, regardez, je suis le grand imam qui rassemble 7000 personnes sur un stade, regardez, machallah, machallah. Mais il est complètement inconscient et il vous met en danger. Donc cette stratégie de s'exhiber, se montrer comme ça, je trouve que c'est une stratégie très dangereuse. Et donc je suis d'accord avec Chalgoumi et Tarek Oubrou sur la discrétion. Pas sur le reste, mais sur la discrétion. Il y a deux choses. Soit ce pays, c'est le nôtre, soit c'est pas le nôtre. Donc là, il dit soit ce pays c'est le nôtre, soit c'est pas le nôtre. Alors, regarde juste la carte, Eric. Est-ce que tu sens que c'est ton pays, ça? Est-ce que c'est ton pays? Ton cœur, il y a quoi dans ton cœur? L'islam ou le koufr? Il y a l'islam dans ton cœur. Donc, est-ce que ce pays, c'est ton pays? Soit nous sommes français de confession musulmane, soit en vérité, on n'est pas du tout français, on s'estime comme des voyageurs ici. Celui qui s'estime comme un voyageur peut penser qu'il ne doit pas changer les us et coutumes des gens chez qui il est, puisque lui ne se sent pas chez lui. Et moi, je m'appelle Eric, moi. Moi, je suis musulman, je suis converti à l'islam, d'accord? Je suis européen d'origine, je suis chez moi, et tous ceux d'entre vous qui se sentent chez eux, peu importe leur origine, vous êtes chez vous. Donc là, il dit, si on se sent voyageur, alors on ne change pas les coutumes, d'accord? Mais moi, je m'appelle Eric. Et moi, je m'appelle Eric, moi. En fait, c'est toujours le problème de l'attachement. Si vous êtes trop attaché à ce crottin, pourquoi vous êtes tant attaché? Je comprends pas, en fait. Je comprends pas. Franchement, je comprends pas. J'ai l'impression qu'on parle pas du même pays, en fait. Moi, j'allume la télé, je vois du crottin, je vais dans la rue, je vois du crottin partout, moi. Et lui, il te dit, c'est magnifique, mon pays, je m'appelle Eric. On est en train de nous dire que finalement, l'islamophobie, c'est de notre faute. Parce qu'on est trop visible. Donc c'est une aberration, il ne faut absolument pas accepter ce type de discours. On nous dit l'islamophobie serait de notre faute car nous sommes trop visibles. Bah, c'est un facteur quand même, d'être autant visible. C'est un facteur qui augmente l'islamophobie. Ou alors, si tu veux être très visible, dans ce cas, il faut diminuer la quantité. Tu diminues la quantité, donc tu appelles à l'immigration, et la petite quantité qui va rester, elle pourra être plus visible. Quand on répète sans arrêt aux gens que les musulmans sont des fous assoiffés de sang, et que l'on montre des images de terrorisme, et que, subhanallah, le grand sujet en ce moment, c'est le burkini, vous vous rendez compte? Des femmes qui se couvrent pour aller à la piscine, ils en ont fait quoi? La une du journal de 20 h. Sans arrêt, les médias, ils sont sans arrêt sur nous. Il n'y a pas un jour sans qu'il y ait des émissions contre l'islam et contre les musulmans. Nous faisons tous passer pour des fous assoiffés de sang, subhanallah. Là, c'est encore contradictoire parce qu'il dit regardez, ils font que parler de nous, nous cracher dessus. C'est vrai, c'est 100% vrai, mais lui, sa conclusion, c'est j'aime ce pays, je vais y rester, je m'appelle Eric. C'est ça le problème. Sans arrêt, les médias, ils sont sans arrêt sur nous. Et moi, je m'appelle Eric, moi. Il n'arrive pas à connecter les neurones. Il y a d'un côté, ce pays, c'est du crottin, il nous crache dessus. Sans arrêt. Mais de l'autre, je m'appelle Eric, je l'aime. Je veux pas partir, je suis très attaché. Et moi, je m'appelle Eric, moi. Écoute Eric, moi aussi j'ai un prénom français, mais c'est pas pour ça que je me dis mon pays, je l'aime, mon pays, bleu, blanc, rouge, bleu, blanc, rouge. Je me dis jamais ça. Je regarde ce qu'est mon pays, je me dis c'est du crottin, voilà. Il n'y a pas que du mauvais, mais il y a trop l'odeur du crottin en fait. Il y a un peu de parfum, d'accord, mais parfum mélangé au crottin, c'est dégueulasse. Et sachez une chose, que ce qu'il a fait lui, c'est encore une nouvelle porte qui est ouverte, et que ça aura des conséquences. Donc là il dit, il y a une porte qui a été ouverte, donc ça va empirer, il y aura de plus en plus d'islamophobie et tout. Sur le constat, on est d'accord, mais sur la conclusion, moi je dis discrétion et migration. Et lui, il dit le contraire, il dit intégration et on va encore se montrer davantage. En fait, il a le constat, mais par passion, j'ai l'impression, par passion, il n'arrive pas à avoir la bonne solution. Je ne sais pas ce que c'est exactement comme passion, de l'amour, de l'orgueil, je ne sais pas ce que c'est, mais ça l'empêche de se rendre à l'évidence que oui, voilà, c'est une terre qui n'est pas bonne pour un musulman, c'est une terre malsaine. En plus de ça, il nous aime pas, en plus de ça, il commence à nous tirer dessus. En plus de ça, notre religion nous dit de partir, en plus de ça, mon école malikite me dit de partir. Mais il n'arrive pas à comprendre parce que, apparemment, parce qu'il est trop attaché. Il s'appelle Eric, il est né en France. Et moi, je m'appelle Eric, moi. Franchement, je sais pas, j'essaie de comprendre, je sais pas. Je me dis c'est peut-être de l'orgueil, il se dit c'est mon pays, je veux pas être chassé de mon pays. En fait, c'est toujours le même problème de mon pays. J'en avais parlé dans ma vidéo moi. J'avais expliqué que cette histoire de mon pays, moi le déclic ça a été quand cette histoire de ce mont a disparu. Il faut faire disparaître ce mont
Pourquoi ils sont tous tant attachés à ce pays, à dire mon pays? Comme Boussana, il fait que dire mon pays, mon pays. Il y a le mon qui les bloque. J'ai foi en mon pays, la France. Moi, je suis français, j'aime mon pays, je suis prêt à me défendre, à me battre pour mon pays, etc. Et tu dois respecter les règles de mon pays, la France. C'est ce mon qui les bloque. Dans le cœur, il y a le mon, ça fait un nœud, ça les bloque. Mon pays, mon pays, mon pays, mon pays. Il y a le mon, ça les coince. Mais une fois qu'ils auront perdu ce mon, une fois qu'il n'y aura plus ce mon, ce sera plus mon pays, ce sera juste un pays. Et ils observeront comment est ce pays, et ils verront c'est un pays malsain, c'est une terre malsaine, avec laquelle je n'ai rien à voir, ma religion n'a rien à voir avec ce pays. C'est une terre étrangère, ce n'est pas mon pays, c'est un pays étranger. Le jour où ils perdront ce mon, ça leur débloquera tout. Mon pays. J'aime mon pays, pour mon pays. De mon pays. Mais la question c'est comment faire tomber le mon. Comment faire tomber le mon? Moi j'arrive pas, on peut discuter avec eux, ça, ils tombent pas le mon. Pourquoi le mon veut pas partir du cœur? Et moi, je m'appelle Eric, moi. Ah oui, j'avais cherché le sondage aussi. Diriez-vous que la présence d'une communauté musulmane en France est 43%, avant Charlie Hebdo, disait c'est plutôt une menace pour l'identité de notre pays. Sachant que les musulmans aussi votent, donc ça fait du 50%. La moitié des Français considèrent que l'islam est plutôt une menace pour l'identité du pays. La moitié des habitants de ce territoire te voient comme une menace. Ils voient ta barbe comme une menace. Tu es menaçant pour eux. Je sais bien que tu n'es pas menaçant, tu es tout doux, mais pour eux, tu es une menace. Bon, je vais arrêter là parce qu'on pourrait faire une vidéo de 6 heures sur l'immigration et sur la France. Et donc, je vais observer comment ça va évoluer. J'espère qu'il va un peu changer son discours, mais j'y crois pas. Après, la question, c'est si ça se répète, si jamais il y a encore une attaque aussi violente contre des musulmans ou un imam, si ça se répète, la question, c'est comment ils vont réagir. Moi, je pense qu'ils vont se réfugier dans les jupes de Marianne. Ils vont dire, au secours, les associateurs, on est attaqué par les associateurs. Et veuillez nous protéger, les islamophobes, on va porter plainte contre eux, faites des lois, on a peur. Ils vont se réfugier dans les jupons de Marianne. Je pense qu'ils vont faire ça. Et la question, c'est qui sera le premier imam à dire, bon, je pense que le projet d'intégration est avorté, je pense que les koufars nous ont bien fait comprendre qu'ils ne nous voulaient pas ici, et je pense qu'il est temps, mes frères, de diriger notre discours, non pas vers l'intégration, qui est une hérésie pour plein de raisons, mais vers l'émigration et le retour vers les nôtres. Et on va essayer de renforcer la Oumma entre nous, de se construire et ne plus nous pourrir notre vie avec ces associateurs. Laisser ces associateurs entre eux faire leurs cochonneries, leurs shirk et leurs mécréances. On fuit, on prend l'exemple du prophète, l'exemple des autres prophètes, on suit ce que nous dit notre école malikite, et on se retrouve entre nous et on essaie de construire quelque chose. Voilà, la question c'est qui sera le premier? Parce qu'il y en aura forcément un, non? J'espère qu'il y en aura un quand même au bout d'un moment. Qui sera le premier à changer de discours? Je mettrais bien une pièce sur Eric, mais là il m'a fait peur là avec son... Je m'appelle Eric, je suis français, j'aime la France. Et moi, je m'appelle Eric, moi. Alors pour terminer, pourquoi Johnny Hallyday? Tout simplement parce que je suis forcé de m'appeler Johnny Hallyday, car je ne suis plus Basile, je ne peux plus être Basile, car j'ai remarqué que j'avais des groupies, j'avais un flot incroyable de groupies qui étaient à mes pieds. Basile, 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 quels sont tes intérêts, Basile? Pourquoi tu fais ça, Basile? Pourquoi tu ne te convertis pas, Basile? Basile, 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 un autographe, Basile, Basile, Basile. En fait, j'ai des groupies à mes pieds, toujours à dire Basile, 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 et je me sens comme une rockstar. J'ai l'impression de ne pas être Basile en fait. Je suis Johnny Hallyday et j'ai tout un tas de groupies à mes pieds en train de demander des autographes. Alors bien sûr, ça fait un moment qu'on me dit Basile, Basile, pourquoi tu fais ça? Basile, Basile, quels sont tes intérêts? Basile, Basile, Basile. Ça fait un moment, mais là, c'est plus possible. Parce que j'ai fait la vidéo de présentation moi. Ça n'a pas suffi, il y a toujours les gens à mes pieds, Basile, Basile, Basile. Et la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est quand j'ai mis cette vidéo. C'est peut-être ma vidéo la plus travaillée, il y a beaucoup d'informations, il n'y a que du fond. Je parle d'aucune personne. À un moment donné, je parlais de Bajrafil, je l'ai coupé au montage. Il y a vraiment que du fond, que des informations, beaucoup de travail derrière. Et ce qui s'est passé quand j'ai publié cette vidéo, il y a eu 2 commentaires super machin. Et le 3e commentaire, c'était « Basile, quels sont tes intérêts, Basile ?» Bon, chronologiquement, c'est le 7e, mais je les ai vus en même temps, donc c'est ce commentaire. Basile Blandine est un homme, soit un musulman qui dissimule sa foi, soit un hypocrite innovateur, sinon un espion de la Oumma islamique. Donc le mec, je lui donne une vidéo hyper travaillée avec que du fond et des choses intéressantes, et il revient à dire Basile Blandine, qui es-tu, dissimule sa foi, ou un hypocrite, ou un espion. Alors là, j'en pouvais plus, qu'est-ce que je lui ai dit? Voilà, Basile, 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 Basile. En fait, je suis le nombril du monde, je crois bien. Pourquoi ne pas te prosterner devant le nombril du monde? J'aime ça être le nombril du monde.
Basile, 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 moi. Alors croire que je publie des vidéos vides, il y en a qui savent que parler de moi, incroyable. Secret Story, tu connais, tu vas adorer, sinon il y a les anges de la télé-réalité. Mais oui, parce que les gens, ils sont là pour ça en fait. Et les informations, les arguments, le fond, ça les intéresse pas. Il y en a, ça les intéresse pas. Ils sont là pour les personnages, Basile. Basile Blandine, qui est-il? Un espion, un hypocrite, dissimule sa foi. Et les gens comme ça, j'ai juste une chose à vous dire, j'ai qu'un mot à vous dire, c'est dégager. Qu'est-ce que vous faites là? Dégagez. Vous ne m'intéressez pas, vous n'avez rien à faire sur ma chaîne. Dégagez, c'est tout. Dégagez et allez voir les anges de la télé-réalité. Ça, c'est parfait pour vous. Vous allez voir plein de nombrils, plein de fesses, ça, vous allez adorer. Vous serez dans votre élément. Ici, vous n'êtes pas dans votre élément, parce que ici on est dans le fond, dans les arguments, on n'est pas dans les apparences. Donc voilà, là il y a le lien pour voir le replay des anges de la télé-réalité. Tous ceux qui sont fascinés, obsédés par moi, Basile, je les renvoie vers ce lien, energy-play.fr/energy12/les-anges au pluriel. Vous allez sur ce site et vous me fichez la paix, c'est tout, vous me fichez la paix. Et ça s'est pas arrêté là parce qu'après lui, juste après lui, il y en a un autre qui est arrivé. Il a fait pareil, il a dit soit Basile ce machin, qui est Basile machin. Malheureusement, il a supprimé son commentaire, donc je vais pas pouvoir vous montrer la conversation, mais c'est là que j'en pouvais plus, j'ai dit mais en fait, je suis pas Basile, je suis Johnny Hallyday. Je vois que j'ai des groupies là qui s'intéressent qu'à moi, à mes fesses, à mon nombril. Marre des Basile, on dirait que je suis une rockstar. Les gens, ils m'aiment comme on aimerait Johnny Hallyday et s'intéressent à ma vie comme les paparazzi, ils sont obsédés par moi. Je vais remplacer mon pseudo par je suis un abruti. Comme ça, chaque fois que vous hurlerez Basile, ça fera je suis un abruti. Voilà, au départ, je voulais mettre ça comme pseudo. Voilà, je suis un crétin. Ça aurait été drôle, ça. Tout le monde m'aurait dit je suis un crétin. Je vais détruire le pseudo Basile, vous vous êtes complètement fanatisé dessus. Hallucinant, les groupies. C'est hallucinant. Les gens, ils sont fanatisés sur un pseudo. Basile. Je fais une vidéo 100% de fond, et il y a des groupies, toujours, en train de dire Basile, quelles sont tes intentions, machin. Mais en quoi ça te regarde? Dégage, c'est tout. Ça ne te regarde pas, ma vie ne te regarde pas, en fait. Mes intentions ne te regardent pas, mon cœur ne te regarde pas, rien ne te regarde, en fait. Je propose mes vidéos, je fais des analyses, je fais des recherches, je propose les résultats de mes recherches, je propose mes critiques, et c'est tout, ça s'arrête là. Je propose, je l'upload sur YouTube. Ceux à qui ça plaît et ça intéresse, vous êtes les bienvenus. Ceux qui ont des critiques à faire constructives, vous êtes les bienvenus. J'adore la critique. Ceux qui ont des questions sur le fond de mes vidéos, vous êtes les bienvenus. Je vous répondrai. Mais ceux qui ne sont pas là pour le fond, mais pour la superficie, pour les apparences, juste dégagez, c'est tout. Lui, il a dit machallah, gros travail. Alors les compliments, je les valide pas toujours. Par exemple, lui, j'ai pas très envie de le mettre. Mais bon, je vous remercie quand même, merci pour les compliments. Avec le choix de ce nom, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Non, c'est mon vase qui a débordé, c'est pas le tien. C'est mon vase qui a débordé, le tien, on s'en fout du tien. Ciao, je me désabonne. Ben dégage, je m'en fous de toi. Hop, tu dégages. Salut monsieur Basile, mes sincères salutations, du courage. Merci Koné. Quelqu'un sait pourquoi il n'est pas musulman ou comment je pourrais le savoir? Non, et ça ne te regarde pas. Je te propose une vidéo, pouce vert, pouce rouge, et si tu as une question sur le fond, t'es le bienvenu. Le reste, ça te regarde pas, mais comme tu es nouveau, je vais pas te bannir, juste je supprime. C'est quoi ça, Johnny? T'es devenu fou, Basile? Au départ, j'étais Basile, mais là, je me rends compte que c'était une erreur. Je ne suis pas Basile, je m'appelle Johnny Hallyday, puisque j'ai des groupies. Alors par contre, c'est un pseudo temporaire. Je sais pas si je reprendrai Basile plus tard, ou si j'en reprendrai un tout autre. Je verrai. Tu as changé ton pseudo parce que Jenna TV, je connais pas, a parlé de toi et c'est pour ton bien, pas pour t'embêter, médite. Donc voilà, je lui fais une vidéo de fond avec beaucoup d'informations, beaucoup de travail. Il est encore en train en fait de chercher mes intentions. Tu as changé ton pseudo parce que il est encore en train de m'attribuer faussement, comme tous les autres, des intentions. C'est parce que Jenna TV a parlé de moi, donc je m'appelle Johnny, mais quel rapport? On s'en fout en fait, tu fais perdre du temps à tout le monde là en fait. Le mec, je lui fais une vidéo, il s'intéresse au pseudo quoi. Je fais une vidéo travaillée, le mec c'est le pseudo, pourquoi t'es changé de pseudo? Je vais essayer de deviner, j'ai deviné, c'est parce que Jenna TV a parlé de lui. Mais toi tu dégages, hop, t'es banni, tu dégages. Si vous voulez un comparatif, imaginez que l'équipe de foot de Lorient vienne de faire un superbe match contre le Paris Saint-Germain. Ils ont battu 3-0, il y a beaucoup de choses à dire sur le match. Et là, les journalistes à la sortie ils disent tiens, pourquoi vous appelez les merlus? C'est pas un peu ridicule comme nom? Pourquoi il y a un poisson sur votre logo? Pourquoi orange? Et les joueurs ils comprennent pas pourquoi les gens parlent du merlu. Et les journalistes insistent. Pourquoi les merlus? Faudrait changer votre nom parce que les merlus ça fait... On n'a pas trop envie de vous voir jouer quand vous vous appelez les merlus. Et là t'as Cabot qui arrive en zone mixte, c'est lui qui a mis le triplé contre le PSG. Et les journalistes ils tendent le micro. Monsieur Cabot, quels sont vos projets avec votre femme?
Comment allez-vous appeler votre femme est enceinte, on a vu, on a espionné, on a vu elle était enceinte, comment vous allez appeler le bébé? C'est une fille ou un garçon? Et là, le type, il comprend pas. Les gars, je joue au foot, j'ai mis un triplé. Et les autres, ils continuent. Monsieur Cabot, vous trouvez pas que votre barbe, ça la fait pas trop, ou ça fait un peu sale? Et c'est exactement ce qui m'arrive. Je propose un travail, j'expose mon travail, et après, il y a des gens, ils viennent, Basile, Basile, tes intentions, ton cœur, Basile, Basile, pourquoi, Basile, Basile. Ils n'ont pas compris que c'était pas mes potes. Je veux pas de potes, je suis pas du tout là pour me faire des potes. Ceux qui sont intéressés par le travail, je vous dis bienvenue. Et ceux qui sont là pour faire ami-ami et pour s'intéresser au nombril, je vous dis dégagez. Vous dégagez loin de moi, loin de ma chaîne et je vous bannis. Je vais plus me prendre la tête avec vous, je vais vous bannir directement. Vous allez me dire, mais Basile, c'est normal qu'on se pose des questions, qu'on soit intrigué. Oui, c'est normal, mais ce n'est pas normal de harceler comme ça. Moi, je me pose plein de questions sur plein de monde, sur des youtubeurs, sur des célébrités, sur n'importe quoi. Je me pose des questions. Mais c'est pas pour ça que je vais les harceler et leur dire quelles sont tes intentions, ton cœur, pourquoi tu fais ça, ouvre ton cœur, montre-moi ce qu'il y a dans ton cœur. Je fais pas ça, je laisse tranquille. Vous êtes juste malades en fait. Vous êtes les groupies de Johnny Hallyday. Vous êtes des groupies, les mêmes groupies qui sont au pied de Johnny Hallyday. C'est hallucinant. J'ai tout fait pour essayer d'éviter ça. J'ai pas d'identité, j'ai pas de photo de profil, j'ai rien. Parfois je change de pseudo. Je parle jamais de moi. J'essaie pas d'être agréable aux gens et tout. Et j'ai tout fait pour éviter ça, mais non. Les gens, ils se fanatisent, ils deviennent des groupies. Je doute qu'il n'est pas musulman, j'ai envie de rencontrer Basile Hallyday. Ah. Tu veux rencontrer Basile? Bah tu dégages. Car tu ne le rencontreras pas, il s'en fout de toi, Basile. Vous avez compris pourquoi désormais ce sera Johnny Hallyday. C'est pas parce que je me prends pour Johnny, mais c'est parce que les gens me prennent pour Johnny. Ils sont là, Johnny, un autographe, Johnny. Je préviens aussi que le moindre commentaire qui parle de moi, des intentions, de mon cœur et tout, il sera banni, les personnes seront bannies, je suis obligé de faire ça. Ça fait un moment que je pense à fermer les commentaires tout simplement, à empêcher les gens de commenter, mais le problème c'est que parfois il y a des commentaires intéressants. Il y en a qui apportent des corrections, il y en a qui posent des questions. Il y a des commentaires intéressants, donc je peux pas vraiment fermer les commentaires. Donc voilà, je vous dis à plus tard, moi je suis en congé, et je vous laisse avec Johnny Hallyday. À partir de la prochaine vidéo, ce sera Johnny. Il m'a dit qu'il voulait parler de Nader Abouanas. Il m'a dit, je vais parler de Nader Abouanas. Il veut défendre Nader Abouanas. Donc, on verra bien. On verra ce que Johnny a à dire pour la défense de Nader Abouanas.